Rolls-Royce est un constructeur de l'une des voitures les plus luxueuses et prestigieuses au monde, dont la réputation est associée à une qualité irréprochable, à l'élégance et à des technologies de pointe. Cependant, cette entreprise, célèbre pour sa richesse et son exclusivité, n'est pas née de débuts riches ou de forces héroïques, mais d'une histoire étonnante remplie de persévérance, de dur labeur et d'une véritable passion pour la perfection. Il est intéressant de noter que tout a commencé dans des circonstances complètement modestes, avec un garçon né dans une famille pauvre, qui, afin de gagner sa vie, vendait des journaux dans la rue. Ce jeune garçon, malgré l'absence d'une éducation adéquate et de soutien, a réussi à réaliser des succès étonnants dans sa vie. Il a acquis des compétences d'ingénieur et, avec seulement une modeste somme, 20 livres sterling, a créé une entreprise dont la valeur a atteint 1 million de dollars grâce à la fabrication d'équipements électriques. Cependant, son parcours a radicalement changé après l'achat de sa première voiture. La voiture n'a pas répondu à ses attentes en termes de qualité et de confiance dans la technologie, ce qui l'a poussé à créer sa propre voiture. En quelques années à peine, ses premières voitures ont acquis la réputation d'être parmi les modèles les plus fiables, silencieux et puissants du marché, ce qui a finalement fait de son entreprise un symbole d'élégance, de style et de haut standing. C'est ainsi qu'est née l'histoire unique de Rolls-Royce, celle d'un garçon issu d'une famille pauvre qui, par ses propres efforts, a créé l'une des marques de voitures les plus coûteuses et prestigieuses au monde. Maintenant, plus en détail, voici Lynn qui à cette histoire extraordinaire. Originaire d'un petit village appelé Alwalton, situé en Angleterre, Henry Royce est né le 27 mars 1863. Il était le plus jeune des 5 enfants d'une famille qui menait un mode de vie très modeste, les propriétaires d'une petite entreprise de meunerie à fleurs. En raison de difficultés financières, ils n'ont pas pu maintenir leur entreprise, qui a fait faillite avant ses 26 ans. Cela a obligé toute la famille à changer de lieu de résidence, et ils ont déménagé à Londres, où le père d'Henry a trouvé un emploi dans une autre ferme de meunerie. Malheureusement, le salaire était très faible, et pour aider sa famille, alors qu'il n'avait que 4 ans, Henry a commencé à faire son premier travail, courir après des moineaux dans les champs pour les chasser et protéger les cultures, aidant ainsi à soutenir le budget familial. Mais le destin lui a bientôt réservé des épreuves encore plus difficiles. À 9 ans, son père est décédé, laissant le garçon sans soutien et obligé d'assumer de nouvelles responsabilités. Il a commencé à travailler dès l'aube à 2 petits emplois. Le matin, il vendait des journaux dans la rue. Le soir, il distribuait des télégrammes, espérant ainsi améliorer la situation financière de sa famille. Cependant, malgré ses efforts incessants et sa ténacité, l'argent manquait toujours, et la situation devenait de plus en plus désespérée. Bientôt, la mère prit une décision difficile. Envoyer Henry vivre chez un couple âgé, espérant que cela lui offrirait de meilleures conditions de vie et d'apprentissage. Mais la vie de ces gens n'était guère meilleure. La plupart de la nuit, Henry passait à manger du pain imbibé de lait, ce qui devenait sa seule nourriture dans des conditions assez pauvres. À 14 ans, il n'avait malheureusement réussi à terminer que 2 années d'éducation officielle, car les circonstances ne lui permettaient pas de suivre une formation complète. Un jour, une proche de la famille, la tante de Henry, arriva en visite. Elle fut touchée par la grande ténacité et le travail acharné du garçon. Elle crut qu'il méritait un sort bien meilleur et des conditions de vie plus dignes que celles qu'il avait à l'époque. Donc, après avoir économisé un peu d'argent, elle décida d'aider Henry en lui permettant de suivre une formation. Il devint apprenti dans le cadre du programme d'apprentissage de la grande compagnie de chemin de fer du Nord, basée à Peterborough. C'est là, parmi les machines et mécanismes, que Henry découvrit sa véritable passion, l'ingénierie. Il passait volontiers la plupart de ses heures libres à étudier la littérature technique et à exercer ses compétences en manipulation d'outils après la fin des cours. Il avait déjà alors presque tout appris sur la vente de journaux, et malgré cela, il continuait à perfectionner ses compétences de mécanicien, travaillant avec acharnement et en détail pour maîtriser chaque pièce, chaque technologie, afin de devenir un spécialiste de haut niveau. Malheureusement, l'aide de sa tante ne dura que 3 ans, et, contraint d'abandonner ses études, Henry se lança dans une carrière indépendante. Grâce aux connaissances et compétences acquises,
Il parvint à décrocher un emploi dans une entreprise de production d'électricité et d'éclairage électrique à Londres. Là, il travailla sans relâche, parfois sautant des repas pour se concentrer sur son travail avec le matériel électrique, en étudiant ses subtilités et en perfectionnant ses compétences. Son travail acharné et son talent portèrent rapidement leurs fruits, et il commença à bâtir sa carrière, avançant avec confiance vers l'avenir, malgré les épreuves difficiles qu'il avait dû surmonter. Lorsqu'il eut 18 ans, il avait déjà économisé assez d'argent pour s'inscrire à des cours du soir en électrotechnique. La persévérance et le travail acharné qu'il avait démontré pendant de nombreuses années commencèrent enfin à porter leurs fruits. En 1882, à seulement 19 ans, il obtint une promotion au poste de chef électricien dans la société de Maxim Wester Electric. Pour ce jeune homme qui avait tant lutté contre la pauvreté et l'adversité, c'était réellement une réussite exceptionnelle. Il semblait qu'il venait enfin de faire un grand pas vers le succès dans sa vie, et un sentiment de satisfaction intérieure le remplissait. Cependant, le destin ne semblait pas vouloir le laisser partir si facilement. Moins de 3 ans après, la société dans laquelle il travaillait fit faillite, et la vie d'Henri fut à nouveau frappée de turbulences fortes et d'incertitudes. Cette fois, il sentit qu'il ne voulait plus laisser les circonstances gérer son destin, et il décida de changer radicalement de vie. À 21 ans, il était résolu à construire son avenir par ses propres moyens, et la seule façon qu'il voyait à l'époque pour y parvenir était de créer sa propre entreprise de fabrication d'équipements électriques. Le seul problème était qu'il ne disposait que d'environ 20 livres, une somme dérisoire pour commencer. À ce moment-là, il se demanda comment il allait réaliser son rêve avec si peu de ressources. Dans cette situation, il décida de faire appel à son ami et collègue ingénieur, Ernest Clermont, avec qui il était depuis longtemps et avec qui il était prêt à prendre des risques. Quitter son emploi et lancer une entreprise de zéro semblait une étape très audacieuse pour Ernest, mais il croyait en le talent technique d'Henri et en sa persévérance inextinguible. Il emprunta donc 49 livres à son père, et en 1884, ils fondèrent une société appelée Fitzwilliam Roys et Compagnie, ou, plus simplement, la Société Roys. Compte tenu du capital de départ limité, leurs premiers pas furent modestes et simples. Ils louèrent une petite unité à Manchester, où ils vivaient à l'étage supérieur dans une petite pièce. Dans cet espace confiné, ils dormaient et mangeaient en utilisant un hamac, et leur alimentation principale pendant presque un an consista en sandwichs et saucisses. C'est avec ces repas simples qu'ils soutenaient leur force durant de longues journées et nuits de travail, consacrées à la conception de nouveaux appareils. Plus tard, Ernest racontait que ces conditions difficiles avaient provoqué des troubles gastriques qui les tourmentèrent dans les années suivantes. Mais malgré toutes ces difficultés, Henri travaillait sans relâche, concevant et créant chaque jour de nouveaux dispositifs électriques, surpassant tout ce qui existait sur le marché en termes de qualité. Sa diligence et son talent commencèrent à porter leurs fruits dès 1885, lorsqu'il conçut une sonnette électrique. Cette invention devint rapidement populaire, et la demande augmenta de façon exponentielle. Peu après, Henri se mit à développer des appareils plus complexes et puissants, moteurs électriques, dynamos, grues électriques. La réputation de Roy et compagnie pour la qualité, la précision et l'approche innovante dans l'équipement électrique s'est rapidement renforcée, et à la fin du XIXe siècle, l'entreprise était très connue. Vers l'année 1900, l'usine employait plus de 100 personnes, et le chiffre d'affaires annuel dépassait 20 000 livres. Aujourd'hui, cela équivaudrait à plusieurs millions de roubles. Le pouvoir et le succès leur apportaient non seulement satisfaction et confiance en eux, mais aussi une concurrence croissante. Pendant cette période, de grandes corporations américaines telles que Westinghouse et General Electric ont commencé à pénétrer le marché britannique, ce qui a entraîné une baisse brusque des prix dans le secteur de l'électronique. Rapidement, plusieurs entreprises d'ingénierie britanniques se sont retrouvées en difficulté, y compris la société de Henry Royce. La chute des profits devenait inévitable, et la tension ne faisait qu'augmenter. Il n'était pas surprenant que la santé de Henry ait commencé à se détériorer, tant physiquement que mentalement, sous la pression du stress commercial. Finalement, il sentit qu'il devait consulter un médecin. Ce dernier lui donna un conseil simple mais clair: se promener davantage en plein air et se reposer.
On lui conseilla même d'acquérir une voiture pour voyager de chez lui à l'usine, et vice-versa, avec moins d'efforts et en gagnant du temps. Suivant ce conseil, Henri acheta une calèche à 4 roues, plutôt simple mais techniquement intéressante, le fameux quadricycle de 1896. Cependant, ce véhicule le laissa profondément déçu. Il s'avéra tellement peu pratique qu'il devint littéralement la risée et la déception de tous. À une époque où l'industrie automobile en était à ses balbutiements, ingénieurs et inventeurs étaient confrontés à de nombreux défis techniques et imperfections. Parmi les premiers moyens de transport apparus sur les routes, on trouvait des vélos assez primitifs, qui consistaient essentiellement en 2 cadres de vélo connectés par un dispositif spécial, équipé d'un moteur à piston. Ce mécanisme semblait lourd et encombrant, et sa gestion nécessitait des compétences particulières. Les premières voitures, quant à elles, avaient une conception peu fiable, étaient extrêmement lourdes à utiliser, souvent difficiles à démarrer, et leurs freins laissaient à désirer. À cette époque, les voitures étaient des constructions complexes, faites à la main, remplies de nombreuses imperfections et défauts, ce qui faisait que la majorité des gens ne les considéraient pas comme un moyen de transport véritablement pratique et fiable. Elles étaient plutôt perçues comme des jouets pour riches, coûteuses, peu pratiques, souvent en panne, et susceptibles de réserver de mauvaises surprises durant leur utilisation. Malgré tous ces inconforts et défauts, l'un des ingénieurs les plus célèbres, Henry Ford, développa une passion particulière pour l'automobile. De temps à autre, lorsqu'il faisait une pause dans ses affaires ou que sa santé exigeait du repos, il consacrait du temps à étudier et à maîtriser la mécanique automobile. Au début, c'était plutôt une passion née par nécessité et curiosité, mais avec le temps, cela se transforma en véritable engouement, puis en une idée d'affaires qui allait bouleverser toute l'industrie automobile. Au départ, il envisageait de vendre des dispositifs électriques et des voitures. Mais un jour, sa voix intérieure lui souffla. Et si, au lieu de vendre des appareils finis, il essayait de créer et de vendre ses propres voitures? Au début du XXe siècle, la plupart des gens considéraient les machines avec scepticisme. Ils les trouvaient inutiles et insignifiantes, et pendant de nombreuses années, le transport automobile était entouré de méfiance, et même de suspicion. Il régnait la conviction que les voitures étaient principalement des jouets pour les riches, coûteux et souvent sujets à la panne, causant des désagréments à leurs propriétaires. Cependant, parmi les quelques passionnés, tels que Henry Ford, naissait une passion particulière pour les nouvelles technologies, le désir de comprendre le fonctionnement des machines et de les rendre plus accessibles et plus faciles à utiliser. Après une courte pause, durant laquelle il décida d'acquérir l'une des voitures les plus dignes et technologiquement avancées de l'époque, Ford choisit soigneusement son prochain véhicule. Il acheta une voiture équipée d'un moteur bicylindre, connu sous le nom de DeQual, un petit modèle, mais relativement courant à cette époque, représentant une conception simple. Toutefois, même ce véhicule éprouvé ne satisfaisait pas entièrement Henry. Sa qualité et ses caractéristiques techniques laissaient à désirer. Le moteur était trop bruyant, les freins peu efficaces et le système de refroidissement défaillait constamment. Toute cette expérience le fit réfléchir. Pouvait-on faire mieux? Ne se contentant pas d'améliorer simplement les modèles existants, Henry décida de corriger lui-même tous les défauts présents dans la voiture achetée. Progressivement, il commença à apporter ses modifications, en perfectionnant chaque composant et chaque pièce pour rendre la véhicule plus moderne, fiable et pratique. Finalement, plusieurs mois de travail acharné aboutirent à la création, à partir d'un simple moyen de transport, d'un tout nouveau modèle complètement repensé selon ses propres standards. Une voiture nettement supérieure au DeQual initial, plus silencieuse, plus légère, presque 2 fois plus fiable et plus douce à conduire. À cette étape, Henry prit conscience de l'importance non seulement d'améliorer les voitures existantes, mais aussi de créer sa propre voiture à partir de zéro. Il comprit que construire ses propres véhicules et les vendre sur un marché en expansion était une idée plus prometteuse que de simplement perfectionner les développements d'autrui. Ainsi, il rassembla une petite équipe d'ingénieurs et d'artisans talentueux, avec laquelle il entama le travail sur la réalisation de son premier prototype automobile. Inspiré par les modèles déjà existants, notamment le DeQual, Henry démonte soigneusement cette voiture, étudiant chaque pièce, chaque composant dans les moindres détails.
Son objectif était de comprendre comment améliorer ou remplacer complètement certaines parties pour créer une machine exceptionnelle. Un élément clé de ce processus était également sa connaissance en électricité, qu'il appliquait habilement dans le développement, en intégrant des idées technologiques modernes là où cela était possible. À la fin du 20e anniversaire de ses activités, c'est-à-dire à 40 ans, Henry acheva son travail et créa sa première voiture, baptisée Royce 10. Ce véhicule devint un véritable miracle technique pour l'époque. Il se distinguait par un niveau sonore moindre, un poids réduit, une grande fiabilité et une douceur de fonctionnement, surpassant tous les autres modèles existants par ses caractéristiques. Après avoir évalué les réalisations de son travail, Henry décida de créer encore 2 prototypes de ce même modèle. L'un d'eux, il l'offrit à son partenaire commercial, Ernest, et l'autre, il le vendit à l'un de ses actionnaires, Henry Edmunds. Il tomba tellement amoureux de cette voiture qu'il parcourait la ville avec, se vantant auprès de ses proches. Il avait acheté ce véhicule chez le meilleur constructeur automobile d'Angleterre. Ces récits attirèrent l'attention d'un des plus grands concessionnaires du pays, Charles Rolls, dont le destin se lia par la suite à l'histoire de la marque Rolls-Royce. Charles Rolls est né en 1777 à Londres, dans une famille aristocratique aisée. Il était le plus jeune fils de Lord et Lady Longcoat. Contrairement à Henry Ford, dont tout ce qu'il accomplissait était dû à son travail acharné et à son génie inventif, Charles était né dans un environnement de richesse, de relations et de possibilités infinies offertes par sa position sociale. Bien que ses origines édifiantes lui promettaient une vie facile et insouciante, le jeune Charles Rolls, connu pour son éducation raffinée et son statut aristocratique, préférait consacrer son temps libre à des expériences curieuses avec des moteurs et des mécanismes. Dans son cercle d'amis, on l'appelait Rolls le Sale, parce qu'il n'avait pas peur de mettre ses mains dans l'huile et la poussière, passant des heures à démonter et remonter des moteurs. Sa passion pour la technique et les voitures l'avait tellement absorbé qu'il choisit finalement d'étudier en génie mécanique et sciences appliquées à l'université de Cambridge, l'une des plus prestigieuses institutions de l'époque. Sa formation élargit non seulement ses connaissances techniques, mais renforça aussi son désir de créer et d'améliorer des mécanismes. À l'âge de 18 ans, après avoir terminé ses premières études, il décida de partir en France dans le but d'acquérir sa première automobile, ce qui, à l'époque, n'était pas une démarche ordinaire. En 1896, il acheta une voiture unique pour l'époque, une Peugeot Fillon, qui devint la première voiture importée à Cambridge. Ce véhicule fit sensation. Il n'était pas seulement un nouveau miracle technologique, mais aussi une rareté en Grande-Bretagne à l'époque. Bientôt, cette étrangère se retrouva parmi les rares véhicules appartenant aux passionnés britanniques. C'était l'un des premiers 3 automobiles à apparaître au pays de Galles, et probablement le premier dans tout le pays. La passion pour la vitesse et la compétition devint un nouveau mode de vie pour Charles, qui en fut complètement captivé. Il suivait non seulement les courses automobiles, mais y prenait aussi part, démontrant des capacités et un courage exceptionnels. En 1900, il participa avec confiance à une course d'endurance de 2000 km entre Londres et Édimbourg, considérée comme l'une des plus longues et des plus difficiles épreuves de fiabilité automobile de l'époque. Malgré tous les dangers et risques liés à la première histoire des courses automobiles, et sachant qu'à cette époque, cette activité était justifiée par un risque de vie exceptionnel, Charles ne reculait pas. Au contraire, il aimait sincèrement ce chaos, cette furieuse dynamique de la vitesse, car dans son âme, il voyait quelque chose de plus que de simples courses. Il voulait montrer au monde ce dont la technique était capable. Son désir de démontrer les capacités des voitures se réalisait non seulement dans la compétition, mais aussi dans ses affaires. Il ressentait souvent de la tristesse en voyant que la plupart des Anglais étaient contraints de partir à l'étranger pour acquérir un véhicule digne de ce nom. Il percevait là un sérieux problème. Le marché national offrait pratiquement peu de voitures haut de gamme et fiables. C'est pourquoi, finançant ses efforts avec ses propres moyens, qu'il avait reçus de son père, et avec son ami nommé Claude Johnson, il ouvrit en 1912 l'une des premières concessions automobiles en Grande-Bretagne, la société C.S. Rolls et compagnie. La principale activité de l'entreprise consistait à importer des voitures françaises et belges élites, comme Peugeot et Moteur,
afin de les rendre accessibles à une clientèle privilégiée grandissante, avide de voitures rares et coûteuses. Le charisme et le talent pour faire prospérer l'affaire portèrent rapidement leurs fruits. Dès 1913, la société CS Rolls prospérait, permettant à Charles d'étendre le réseau de concessions à travers l'Angleterre. Mais il ressentait une insatisfaction intérieure, car il ne faisait que revendre des véhicules étrangers. La Grande-Bretagne n'avait toujours pas de grands fabricants automobiles nationaux, et Charles nourrissait en lui un rêve constant. Trouver un constructeur britannique fiable avec qui unir ses efforts pour créer une véritable marque nationale. La seule personne qui le poussait vers ce rêve était son ami Henry Edmunds. C'est lui qui lui parla de la voiture qu'il venait d'acheter, une Royce 10. Admirant la fiabilité et la discrétion de cette voiture, Henry était un fervent fan, et lui-même admirait sans cesse la technicité et la qualité des voitures Royce. Cependant, lorsque Charles apprit que cette voiture ne comportait que 2 cylindres, son intérêt disparut instantanément. Pour lui, une voiture à 2 cylindres semblait inférieure à ses homologues plus puissantes et plus riches, équipées de 3 ou 4 cylindres. Au cours des semaines suivantes, il évitait les rencontres avec Edmunds, car il pensait que ce n'était qu'un « jouet » sans mérite. Mais son ami ne lâchait pas, le pressant pour qu'il fasse la connaissance du génial ingénieur Royce. Finalement, Edmunds convainquit Charles de permettre à Royce de présenter sa voiture, la Royce 10, dans un club automobile spécial, qu'il pensait forcément intéresser le jeune entrepreneur. L'événement prévu devait avoir lieu la semaine suivante, et en y assistant, Charles vit quelque chose d'inimaginable à ses yeux. Contrairement aux voitures bruyantes et peu fiables qui dominaient alors le marché, la voiture immaculée, finement assemblée à la main par Henry Royce, ressemblait à une œuvre d'art de la pensée mécanique. Il ne put y résister. Avec sa détermination habituelle, il s'approcha d'Edmunds et arrangea une rencontre avec Henry Royce à Manchester. Lorsqu'ils finirent par se rencontrer, Royce mit en avant son savoir-faire en remettant à Charles les clés de la voiture et en l'invitant à l'essayer. Pendant quelques minutes, en pilotant cette machine impeccable, Charles sentit que ce n'était pas simplement une voiture, mais une véritable pièce de génie ingénierie. Il fut frappé par la douceur du fonctionnement du moteur, la précision de l'assemblage et la fiabilité absolue qui se manifestait dans chaque détail. La nuit même, il monta dans la voiture et partit pour Londres, non seulement pour faire part à son partenaire de sa découverte, mais aussi, comme s'il le pressentait, pour s'écrier « J'ai trouvé le meilleur ingénieur en moteur au monde !» En décembre 1904, un partenariat officiel fut établi pour la première fois entre ces deux figures éminentes, Henry et Charles, et à partir de ce moment, naquit la légendaire société, qui deviendra plus tard Rolls-Royce. Malgré la différence de leurs origines et de leur statut social, l'union de ces deux hommes devint un modèle d'alliance parfaitement équilibré de maîtrise technique et d'ambition résolue. Henry concentra ses efforts sur les développements ingénierie et la création de designs automobiles élégants et technologiquement parfaits, tandis que Charles, doté d'un charisme extraordinaire, de réseau et d'une passion pour les voitures, travaillait activement à la réputation de la société et à l'attraction d'une clientèle exigeante issue des hautes sphères de la société. Très vite, leurs efforts conjoints permirent de présenter au Salon de Paris toute une série de nouveaux modèles, portant des noms basés sur leur puissance. Ainsi, apparut pour la première fois une gamme de 4 modèles, portant des noms en fonction de leurs caractéristiques énergétiques. Le prix de ces voitures variait entre 95 et 200 livres, ce qui équivaut aujourd'hui à environ 70 000 à 200 000 $. Malgré ces prix dits « cosmiques », il était évident que ces voitures étaient quelque chose d'extraordinaire. Parmi les voitures concurrentes, elles se distinguaient immédiatement par leur douceur de conduite, leur silence de fonctionnement et leur fiabilité exceptionnelle. Contrairement aux voitures bruyantes, capricieuses et sujettes aux pannes de leurs concurrents, les automobiles Rolls-Royce promettaient à leurs propriétaires sérénité et confort sans souci. Rapidement, les commandes commencèrent à affluer et l'entreprise atteignit un volume de production tel qu'elle put satisfaire entièrement la demande tout en augmentant activement la fabrication. Pour renforcer le prestige de ces voitures, la société participait activement à des compétitions de renom, parmi lesquelles se distinguait particulièrement la course Isle of Man TT,
célèbre course sur l'île de Man, où dès 1906, l'équipe Rolls-Royce remporta la victoire, établissant également de nouveaux records de vitesse. Ces exploits non seulement élevèrent la réputation de la marque à un niveau inégalé, mais entraînèrent aussi une forte augmentation de la demande pour ces véhicules. Cependant, la reconnaissance véritable et la confirmation du statut de constructeur de premier ordre ne furent atteintes qu'avec l'apparition, en 1907, du modèle Silver Ghost, une voiture qui allait devenir par la suite un symbole de fiabilité et de supériorité technologique dans l'industrie automobile. Son moteur 6 cylindres de 7 litres de cylindrée était équipé de systèmes de lubrification par pression, de doubles allumages et d'un système de carburateur perfectionné, garantissant une suavité de fonctionnement exceptionnelle et une distribution douce de la puissance. Animateur radio et spécialiste du marketing, futur directeur général de Rolls-Royce, nommé Clyde Johnson, utilisa même une astuce marketing originale pour démontrer l'excellente fluidité de la voiture. Il plaça un verre d'eau sur le moteur en marche et, sans en renverser une seule goutte, montra à quel point cet appareil puissant était stable. Par la suite, afin de renforcer sa réputation, la direction de l'entreprise organisa une expérience particulièrement publique et remarquée, un test de résistance prolongée. La voiture testée fut la Silver Ghost, qui parcourut sans s'arrêter 14 500 miles lors d'un trajet continu sur un schéma 24 heures sur 24, durant un peu plus de 2 mois et demi, sauf les dimanches, sans rencontrer aucun problème mécanique. Ce record attira immédiatement l'attention de la presse, l'un des articles le qualifiant même de « meilleure voiture du monde », affirmation qui servit depuis lors de base à la stratégie marketing de la marque. Peu de temps après, la Silver Ghost devint le véhicule préféré de l'élite aristocratique, étant acheté par des rois, des reines, ainsi que par des figures de proue du monde politique et industriel. Les couches sociales les plus pauvres n'avaient pas accès à ces automobiles en raison de leur coût élevé, ce qui fit rapidement augmenter la liste des aspirants à acquérir une Silver Ghost jusqu'à devenir immense. À la fin de la première moitié du XXe siècle, en 1927, près de 7 890 exemplaires de ce modèle légendaire avaient été construits et vendus, chacun étant devenu un symbole de statut et de réussite. Malheureusement, Charles Rolls ne put assister à l'époque où son entreprise atteignit des sommets aussi élevés. Passionné non seulement par l'automobile, il était également profondément passionné d'aviation. Désireux de réaliser ses rêves, il finit par décider de quitter le poste de directeur technique pour se consacrer entièrement au vol. De plus, il supplia Henry de lui construire un moteur aéronautique. Cependant, sa demande ne fut pas exaucée. Henry Ford préféra se concentrer exclusivement sur l'industrie automobile. Ne pouvant résister à cette passion, Charles poursuivit son développement dans le domaine de l'aviation et devint la seconde personne au Royaume-Uni à obtenir une licence de pilote. Par la suite, il acheta son propre avion, avec lequel il réalisa plus de 200 vols. En 1910, il devint le premier homme à effectuer un vol sans escale de la Manche aller-retour, ce qui fit de lui un héros national et lui valut une large reconnaissance publique. Cependant, malgré sa renommée et ses succès, ses réalisations furent de courte durée, et son nom tomba quelque peu dans l'oubli par rapport aux exploits majeurs de sa société automobile. Il ne s'était écoulé qu'un mois depuis le tragique accident survenu lors d'un défilé aérien à Burnham qui bouleversa le destin non seulement d'un homme, mais de toute l'entreprise. Lors d'un événement consacré à la démonstration de nouveaux appareils de vol, l'un des meilleurs pilotes, contrôlant son propre avion, un quote 27 privé, subit une défaillance effrayante. Au moment critique, la queue de l'avion se brisa et il perdit le contrôle dans la tempête aérienne. La machine commença à plonger rapidement et malgré tous les efforts du pilote, il ne put être sauvé. À seulement 33 ans, âge symbolique de jeunesse et d'invincibilité, Charles Rolls trouva la mort dans un tragique accident d'avion, devenant le premier Britannique dont la vie fut brusquement interrompue dans une catastrophe aérienne. Sa disparition provoqua un profond deuil dans toute la famille Rolls-Royce, en particulier parmi ceux qui le connaissaient personnellement. Parmi eux, Henry Royce, l'un des principaux ingénieurs et fondateurs de l'entreprise. La perte fut largement relayée dans les médias et causa une vague de tristesse dans le milieu industriel et aéronautique,
car ce jeune pilote et son talent étaient l'un des symboles les plus éclatants du progrès et du courage. En arrière-plan de cette tragédie, Claude Johnson était profondément tourmenté, son cœur chargé d'inquiétude et d'appréhension. Non seulement il perdait l'un de ses partenaires d'affaires, mais il observait aussi la dégradation de la santé d'Henry. Le temps passait, et pour une entreprise encore naissante, chaque épreuve difficile semblait dépasser ses capacités. Si la situation ne changeait pas, il y avait un risque de perdre également le génie même, dont les idées devenaient la lumière guidant l'entreprise. En 1921, Henry Royce reçut un diagnostic de cancer du côlon, une maladie grave et menaçant la vie. Cette terrible nouvelle fut un coup dur pour toute la société, et dès lors, Claude Johnson prit des mesures radicales. Il transféra immédiatement Henry à Londres, la capitale où se trouvaient les meilleurs spécialistes et cliniques. Sous la direction des meilleurs chirurgiens, une intervention chirurgicale sérieuse et complexe fut menée, capable de prolonger et d'améliorer la vie de l'ingénieur. Malheureusement, les médecins donnèrent un pronostic assez sombre. Il ne lui restait plus que 3 mois à vivre si aucune mesure supplémentaire n'était prise. Mais Johnson ne voulut pas croire aux prédictions désespérées de la médecine. Il était persuadé qu'il y avait encore une chance de guérison, et dès que les premiers signes d'une dynamique positive apparurent, il transporta Henry vers un lieu plus calme et propice à la récupération. Un petit village provençal appelé Overstrand, situé au bord de la mer dans les étendues verdoyantes du comté du Norfolk. On espérait qu'il bénéficierait de l'air marin frais et pur, car un environnement ainsi pouvait favoriser une convalescence plus rapide. Pour assurer son soutien et ses soins, une infirmière qualifiée fut assignée. Elle l'accompagna lors de ses voyages en Europe et même en Égypte pendant l'hiver. Elle surveillait son régime et lui prodiguait les soins nécessaires, ce qui permettait à Henry de ne pas céder à la maladie et de garder sa détermination. Malgré sa faiblesse et l'état fragile de son organisme, il poursuivait assidûment son travail sur ses améliorations, en particulier sur le modèle renommé du Quote 28 qu'il perfectionnait. Même étendu sur son lit, il réfléchissait sans relâche aux aspects structuraux et techniques, investissant toute son énergie dans le projet, tout en ressentant profondément que sa créativité était sa vocation et l'activité la plus importante de sa vie. Grâce à sa persévérance et à son savoir-faire, il parvint peu à peu à retrouver ses forces et à recouvrer sa santé, qui semblait désormais parfaite. À la fin de l'année 1912, Henry pouvait à nouveau accéder aux ateliers de l'usine, revenir sur son territoire et travailler avec une nouvelle vigueur. Son retour arriva à point nommé. À cette époque, le monde se préparait déjà à une crise économique majeure. En 1914, la Première Guerre mondiale éclata, conflit qui bouleversa radicalement la vie et le travail de nombreuses entreprises. À cette période, les voitures de luxe devinrent presque inutiles pour une société déchirée par la guerre. Leurs ventes chutèrent brusquement, et la société fut contrainte de procéder à de vastes suppressions d'emplois pour survivre. Pourtant, malgré des conditions difficiles et un marché limité, Henry vit une opportunité. Les besoins militaires imposèrent à l'entreprise de nouvelles missions. Conscient de l'importance d'une mécanique fiable et performante pour l'armée, Quote 30 commença à collaborer avec l'armée britannique, fournissant plus d'une centaine de châssis et de moteurs du modèle Quote 31, qui furent ensuite transformés en véhicules sanitaires et camions blindés. Certains étaient équipés de mitrailleuses pivotantes. Ces véhicules s'avérèrent extrêmement efficaces en situation de combat grâce à leur stabilité et à leur capacité à fonctionner dans des conditions climatiques et naturelles difficiles. Malgré ces succès, cela ne suffisait pas à sauver entièrement la société. Mais c'est justement sa réputation impeccable et son statut de fabricant de luxe qui ouvrirent de nouveaux horizons. À cette époque, le gouvernement britannique continuait longtemps à dépendre des fabricants français, qui produisaient des moteurs pour les appareils aéronautiques. Les Anglais ont décidé de changer radicalement la situation et ont sollicité Henry pour concevoir leur propre moteur d'avion. Ainsi est née l'idée de développer un agrégat britannique spécifique, basé sur la conception du Quote 32. Au départ, Henry était sceptique et pensait que cela était impossible, car le projet était extrêmement complexe et exigeait des efforts incroyables. Cependant, compte tenu du danger de la faillite totale de l'entreprise,
il accepta la proposition et se mit au travail. Au cours de l'année suivante, travaillant souvent à domicile et sacrifiant sa propre santé, lui et son équipe d'ingénieurs créèrent un moteur atmosphérique unique de 12 cylindres, à haute puissance. Celui-ci dépassa toutes les attentes et devint un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie, portant le nom de Rolls-Royce IOGL. Ce moteur s'avéra plus léger, plus fiable et plus économique que tous ses homologues disponibles à l'époque sur le marché. Grâce à son développement, Rolls-Royce s'imposa solidement dans l'industrie aéronautique et le nom de Henry Royce devint synonyme de savoir-faire exceptionnel et d'esprit novateur. Au cours des années suivantes, la société Rolls-Royce fournissait aux forces armées britanniques des milliers de moteurs d'avion, ce qui devint un avantage stratégique lors des combats aériens et joua un rôle déterminant dans la victoire des Alliés durant la Première Guerre mondiale. Grâce au génie ingénieur de Henry et à son travail acharné, sa société survécut aux difficiles années de guerre et entama une voie de développement continu, consolidant ses positions dans l'industrie aéronautique. En réalité, à la fin des années 20 du siècle dernier, les moteurs pour avions constituaient la majeure partie des activités de Rolls-Royce, témoignant de son avantage évident dans le domaine des produits de haute technologie et coûteux. Parallèlement, la demande pour la production automobile de la marque commença à croître rapidement après la fin de la guerre, ce qui conduisit à la création d'un stock de production de plus de 3 ans. Afin de satisfaire en temps voulu cette demande croissante, la direction de l'entreprise décida d'ouvrir une nouvelle usine, une usine moderne à Springfield, dans le Massachusetts. C'est de là qu'au cours de la décennie suivante, furent produits près de 3000 véhicules, renforçant considérablement la position de Rolls-Royce sur le marché des voitures de luxe. Mais à mesure que la popularité augmentait et que la production s'élargissait, l'entreprise affronta un nouveau défi, la concurrence croissante d'autres marques prestigieuses telles que Bentley, Cadillac et Hispano-Suiza. Pour préserver sa position de leader et ne pas céder du terrain dans le secteur des voitures de luxe, Henry et son équipe comprenaient qu'il fallait une étape radicale. Développer un modèle étonnamment nouveau, capable non seulement de souligner le prestige de la marque, mais aussi de l'élever à un niveau encore supérieur de luxe. À la suite d'un travail intensif en 1925, les représentants de Rolls-Royce présentèrent au monde une nouvelle voiture, héritière du légendaire modèle Silver Ghost. C'était la Rolls-Royce Phantom 1. Ce véhicule était conçu comme le summum de la perfection technique et du confort exclusif. Il était équipé d'un moteur nettement plus puissant que celui de son prédécesseur, ce qui lui permettait d'atteindre des vitesses élevées. Une modernisation du système de freinage, 4 roues à freinage, avait également été effectuée, augmentant la sécurité, tandis que le châssis amélioré, la suspension et la direction rendaient les trajets encore plus doux et agréables. Sa vitesse maximale, atteignant 90 miles par heure, fit une impression particulièrement forte, un record remarquable pour l'époque. Ce nouveau produit de l'époque moderne devint rapidement une sensation, modifiant non seulement la perception du public à l'égard de la marque Rolls-Royce, qui était auparavant associée à la fiabilité, mais renforçant également sa réputation de fabricant de voitures de luxe exclusives. Conscient que les besoins des clients évoluaient, Henry décida d'améliorer sa voiture, et en 1929, la Phantom 2 fut présentée, un nouveau modèle qui conquit immédiatement popularité et approbation. Cependant, peu de temps après, le monde entra dans la Grande Dépression, une crise économique mondiale qui s'abattit sur la majorité des pays, détruisant de nombreuses entreprises et mettant en faillite les producteurs automobiles les plus vulnérables. En ces temps difficiles, une bonne nouvelle apporta un soulagement. La société avait déjà lancé un modèle plus abordable, alliant qualité et prix, Rolls-Royce 2025. Cette voiture devint extrêmement populaire et occupa une position solide sur le marché en période de crise, devenant le leader des ventes parmi les modèles sortis entre les 2 guerres mondiales. Grâce à ce véhicule accessible mais prestigieux, la société put surmonter avec succès la crise économique et surtout acquérir un de ses principaux concurrents, la célèbre Bentley Motors. Cette dernière fit face à des difficultés financières et, en 1931, annonça de facto sa faillite. Ses actifs furent vendus et l'entreprise fut transférée à l'usine d'origine Rolls-Royce à Derby. Là, 2 marques prestigieuses commencèrent à collaborer.
Au cours des 70 années suivantes, elles utilisèrent des châssis et des moteurs communs pour la production de leurs véhicules, poursuivant ainsi la mutualisation de leurs ressources technologiques. 2 ans plus tard, un nouveau véhicule fut présenté, la Bentley 3,5 litres, qui attira immédiatement l'intérêt et reçut des retours positifs. Cette voiture, commercialisée comme une Quote 35, se distinguait par une subtile harmonie entre puissance, style et confort. Son efficacité, combinant de fortes performances et un design élégant, conduisit beaucoup à penser qu'il s'agissait de l'un des meilleurs véhicules de son époque, suscitant même l'admiration du fondateur de la marque Bentley. Malheureusement, à ce moment-là, Henry Royce ne pouvait plus assister aux cérémonies de présentation. Un travail acharné et responsable de plusieurs années, ainsi que des habitudes néfastes et un rythme de vie désordonné, ont gravement affecté sa santé. En 1929, à l'âge de 70 ans, il se retrouva alité. Mais malgré sa faiblesse physique, il ne cessa pas de travailler. La veille de sa mort, il esquissa même un projet d'amortisseur réglable pour un futur modèle et ordonna qu'il soit envoyé en production. Au moment où, le lendemain matin, sa dernière voiture arriva chez lui, Sir Henry Royce avait déjà quitté ce monde. Malgré son départ, l'entreprise qu'il avait fondée et à laquelle il avait consacré toute sa vie continua à avancer avec confiance et à afficher des succès impressionnants. En 1930, quelques années après la mort du fondateur, une nouvelle modèle vit le jour, le tout dernier véhicule créé sous sa direction, la Phantom 3. Ce modèle devint non seulement une voiture de luxe parmi les plus sophistiquées, mais aussi un véritable symbole d'excellence technique et de luxe sans précédent, chose qui semblait auparavant insaisissable. La Phantom 3 fut la première voiture de l'histoire de Rolls-Royce équipée d'un moteur V12 d'une conception exceptionnelle, assurant un fonctionnement incroyablement fluide et puissant. La gestion de ce mécanisme était si douce et raffinée que les passagers avaient à peine conscience que le moteur tournait. Ce véhicule représentait la technologie la plus avancée parmi les voitures de luxe de cette époque. Et seule l'élite la plus riche et célèbre pouvait s'offrir un tel luxe, puisque la valeur du châssis et du moteur équivalait à celle de 6 maisons ordinaires construites selon les standards de l'époque. En substance, cette voiture renforça non seulement le prestige de la marque Rolls-Royce, mais augmenta également considérablement sa notoriété et sa réputation dans le monde de l'élite. Cependant, malgré son succès impressionnant, la production de la Phantom 3 fut arrêtée seulement 3 ans après son lancement, car en 1939, la Seconde Guerre mondiale éclata dans le monde entier. Son déclenchement et les changements d'après-guerre apportèrent de sérieux défis à l'entreprise, qu'elle dut affronter aussi dans l'avenir. La guerre, récemment déclenchée, mit complètement fin à la production de voitures Rolls-Royce. Pendant cette période, toutes les activités furent concentrées sur le travail de l'effort de guerre. Avant tout, la société réalisa une transition vers la fabrication de puissants moteurs d'avion de marque Merlin, destinés à un usage militaire. Ce groupe motopropulseur fut conçu dès 1930, mais ses premières versions souffraient de problèmes de fiabilité, ce qui limitait leur emploi à grande échelle. Néanmoins, après de longues améliorations, de nombreuses modifications et de nouvelles solutions de conception, le Merlin devint l'un des moteurs d'avion les plus remarquables de son époque. Il se distinguait non seulement par sa puissance, mais aussi par sa fiabilité exceptionnelle, ce qui en fit une référence en matière de qualité dans l'aéronautique et lui permit de jouer un rôle décisif dans plusieurs batailles clés de la Seconde Guerre mondiale. Ce moteur était monté sur des avions légendaires tels que le Spitfire, le Hurricane et le Mustang, qui ont joué un rôle essentiel dans la lutte contre les forces de l'Axe. Tout au long de la guerre et après, d'ici la fin 1945, plus de 160 000 moteurs Merlin furent fabriqués en 52 variantes, ce qui a confirmé la qualité et la fiabilité exceptionnelles des produits de Rolls-Royce et renforcé sa position en tant que l'un des principaux fabricants mondiaux de moteurs aéronautiques. Après la fin des hostilités et l'instauration d'une paix résultant de la victoire, la société se remit à produire des automobiles. Cependant, pendant ce temps, le paysage du monde avait considérablement évolué, tout comme l'industrie automobile elle-même. Les méthodes de production de masse, perfectionnées et largement utilisées durant la guerre,
imposèrent désormais de nouvelles normes, exigeant des voitures entièrement équipées de carrosseries prêtes à l'emploi pour faire face à des centaines, voire des milliers d'unités destinées au marché d'après-guerre. Jusqu'à ce moment-là, Rolls-Royce s'était exclusivement concentré sur la conception de châssis et de moteurs, laissant la fabrication des carrosseries à des ateliers indépendants, qui réalisaient des commandes individuelles en créant des finitions uniques pour chaque véhicule. Grâce à cette approche, en 1949, la société présenta son premier modèle doté d'une carrosserie maison, la Silver Dawn. Cette voiture représentait une avancée majeure en intégrant des carrosseries entièrement assemblées dans ses propres ateliers, ce qui élargit considérablement les possibilités de l'entreprise. 6 ans plus tard, en 1955, apparut la Silver Cloud, un modèle au design plus moderne, qui rencontra un grand succès grâce à la combinaison habile de luxe et de technologie moderne, rendant la voiture plus attrayante pour un public plus large. Parallèlement, des concurrents tels que Bentley continuaient à produire des voitures ressemblant presque à celles de Rolls-Royce pour l'extérieur. La principale différence se limitait à la calandre et à l'emblème, ce qui permettait de conserver une certaine identité de marque. Progressivement, en perfectionnant ses processus de fabrication, Rolls-Royce devint davantage orienté vers le segment ultra-luxe des voitures de prestige, intégrant dans ses modèles des innovations à la mode, comme les rasoirs électriques et des dispositifs spéciaux pour le séchage des cigares. Ce niveau de prestige atteignit son apogée au milieu des années 60, lorsque fut lancé l'un des véhicules les plus légendaires, la Silver Shadow. Présentée en 1965, elle fut le reflet parfait du statut princier de la marque. Au cours de 12 ans de production, jusqu'en 1980, plus de 34 000 exemplaires de ce modèle ont été fabriqués, ce qui en faisait le plus vendu de toute l'histoire de l'entreprise. Cependant, avec l'augmentation de la popularité et du succès, des dangers sont également apparus. Les ambitions de l'entreprise ont dépassé des limites raisonnables, ce qui aurait pu entraîner ces difficultés potentielles. À la fin des années 60, dans leur désir de conquérir le marché de l'aéronautique, Rolls-Royce a commencé à concurrencer les géants du secteur, tels que la société General Electric. Dans ce conflit, l'entreprise s'est fixé un objectif ambitieux, occuper une position dominante dans le domaine de la technologie aéronautique et des moteurs, ce qui représentait la prochaine étape majeure de son développement. Cette période est devenue pour l'entreprise une époque d'épreuves difficiles et de tests exigeants, qui ont finalement conduit à la conclusion d'un partenariat stratégique important avec l'une des principales sociétés aéronautiques, Lockheed, pour le développement conjoint d'un nouveau type de moteur à réaction nommé RB211. Ce moteur devait représenter une véritable avancée dans le domaine de l'aéronautique, étant conçu pour être plus léger que ses prédécesseurs, offrir une puissance accrue et surtout une consommation de carburant nettement améliorée. L'idée était de créer un moteur capable non seulement d'assurer des performances élevées, mais aussi de réduire les coûts de carburant, ce qui est crucial pour le transport aérien commercial moderne. Cependant, comme c'est souvent le cas dans le développement technologique, de nombreux obstacles et problèmes techniques complexes sont apparus dès les premiers stades. Le projet a rencontré de graves difficultés liées à une consommation excessive de carburant, nuisant à la rentabilité économique de l'utilisation du moteur. Des fuites d'huile sont également survenues, et les matériaux utilisés pour ces composants, comme les fibres de carbone, n'ont pas supporté les charges, entraînant parfois de multiples ruptures et destructions. La problématique des pales du ventilateur, fabriquées en fibres de carbone, s'est avérée particulièrement épineuse. Elles se déformaient sous la charge, voire se brisaient complètement, risquant ainsi de provoquer des accidents graves. Toutes ces défaillances et ces dysfonctionnements imprévus obligeaient les ingénieurs à retourner à la phase initiale du développement, en apportant de nombreuses modifications et en retravaillant la solution technique depuis le début, ce qui entraînait des retards importants et une augmentation du budget. Les échecs répétés et la nécessité de corriger les erreurs engendraient une fatigue extrême au sein de l'entreprise, et les coûts de réalisation du projet ont atteint un niveau critique, dépassant 200 millions de livres sterling, soit presque 2 fois le montant initialement prévu. Malheureusement, ces charges financières se sont révélées insurmontables, et dès février 1971, la société Quote Zero s'est retrouvée en situation de crise financière totale,
suivie de la déclaration de faillite. Cette explosion de nouvelles a surpris tout le monde, car Quote 1 n'était pas simplement un constructeur automobile, mais une entreprise stratégique d'importance nationale pour la Grande-Bretagne, jouant un rôle crucial dans la défense et l'aéronautique. Le ministère de la Défense et le gouvernement du pays ont réagi rapidement à la situation, en la déclarant officiellement une urgence nationale, ce qui a nécessité des mesures immédiates. En peu de temps, il a été décidé de nationaliser la division aéronautique et aérospatiale de l'entreprise, ce qui a permis de préserver les emplois, les développements scientifiques et le potentiel technologique pour le futur. Parallèlement, la production automobile de l'entreprise a été séparée, et en 1973, la création d'une structure automobile distincte a été achevée, devenue une société autonome. Cette restructuration est devenue une étape cruciale, qui a permis par la suite à Rolls-Royce de finaliser la conception et la mise en service des premiers moteurs de série RB211, qui sont devenus des éléments clés pour la société et son succès ultérieur. Grâce à ce moteur innovant et de haute technologie, rapidement reconnu internationalement pour ses caractéristiques, Rolls-Royce a pu atteindre le statut de l'un des principaux fabricants mondiaux de moteurs aéronautiques. Il faut souligner que c'est précisément grâce à ce moteur que l'entreprise a acquis toute sa renommée et sa reconnaissance dans le monde entier. Par la suite, c'est lui qui a permis à Rolls-Royce de dominer le marché de façon visible et de fournir des moteurs pour les plus grands avions civils, tels que l'Airbus A320 et le Boeing 747. En même temps, bien que la division automobile de Rolls-Royce ait été séparée et vendue à la société Vickers dans les années 1980, cette activité a continué à faire face à de graves difficultés pour maintenir la profitabilité et la stabilité sur le marché, ce qui empêchait son développement constant. Finalement, en 1998, Vickers s'est définitivement séparé de l'entreprise automobile, en la vendant officiellement à Quote 10, qui, à l'époque, effectuait déjà des acquisitions actives dans le domaine des groupes automobiles, achetant des marques déficitaires ou peu compétitives afin de les intégrer dans sa stratégie mondiale d'expansion. Cependant, ce processus a donné lieu à une situation assez complexe et embrouillée, nécessitant une résolution. Volkswagen possédait alors déjà les marques Bentley et Volkswagen, disposait de l'usine Rolls-Royce et des droits d'utilisation des éléments emblématiques, comme la célèbre calandre Parthénon et la statuette Esprit d'extase, symbole du luxe et de l'exclusivité de cette marque. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne possédait pas les droits sur le nom même Rolls-Royce, ni sur le logo, ce qui constituait une grave restriction. Ces droits furent rapidement acquis par la société BMW, ce qui signifiait que désormais Volkswagen pouvait produire des voitures avec la marque Rolls-Royce, mais n'avait pas le droit de les nommer ainsi, tandis que BMW pouvait nommer ses voitures Rolls-Royce, mais perdait la possibilité d'utiliser le design de la marque et la silhouette reconnaissable. En conséquence, les deux entreprises se retrouvèrent dans une sorte de jeu juridique et de négociations qui menèrent finalement à un accord. En 2003, BMW obtint le contrôle total de la production et de la vente des voitures sous la marque Rolls-Royce, ayant racheté entièrement la société Rolls-Royce Motors, tandis que Volkswagen conserva les droits sur Bentley. Cette situation divisa définitivement ces deux marques, permettant à chacune de suivre sa propre voie de développement, de créer de nouveaux modèles et d'affiner le design. La même année, Rolls-Royce lança un ambitieux plan d'ouverture d'une usine moderne dans le Goodwood anglais, marquant une étape cruciale dans le développement de sa production. C'est là qu'a été lancé le modèle légendaire Phantom 7, symbole d'un nouveau chapitre dans l'histoire de la marque. Cette voiture se distinguait par sa puissance, généralement équipée d'un moteur à combustion interne de 6,8 litres, d'un moteur V8 capable d'accélérer une voiture presque 2 fois lourde de 0 à 60 miles à l'heure en moins de 6 secondes. Ce résultat représentait une véritable réussite pour une voiture de luxe haut de gamme. Une caractéristique importante du Phantom 7 était aussi qu'il fut conçu en tenant compte de la personnalisation maximale, ce qui le rendait véritablement unique et incomparable. Les clients pouvaient choisir n'importe quelle couleur extérieure ou intérieure, allant des teintes sophistiquées de la carrosserie jusqu'aux nuances de l'habitacle, ainsi qu'utiliser les matériaux les plus luxueux de qualité supérieure,
soulignant le statut de leur propriétaire. Cette approche exclusive, presque sur mesure, devint rapidement la signature de Rolls-Royce, lui permettant de s'imposer solidement sur le marché des véhicules ultra-luxe. Après ce retour réussi sur le marché prestigieux, Rolls-Royce commença à étoffer sa gamme de modèles, avec l'introduction de plusieurs nouveaux, tels que la Ghost, la Wraith et la Dusk, chacune affichant de nouvelles solutions techniques et stylistiques, répondant aux exigences élevées de clients exigeants. En 2018, la société présenta son premier SUV, le Cullinan, qui devint son véhicule le plus vendu, confirmant que la marque avait pleinement trouvé sa place, non seulement dans le segment des berlines de luxe, mais aussi dans celui des SUV haut de gamme. Au XXIe siècle, plus précisément en 2024, la marque Rolls-Royce a marqué une nouvelle étape de son histoire en lançant sur le marché un véhicule exceptionnel, au style entièrement personnalisé. Ce véhicule a été baptisé la Rose Noire Droptail, et il ne s'agit pas simplement d'un modèle parmi d'autres dans la gamme, mais d'une véritable œuvre d'art roulante, incarnant le luxe et un savoir-faire impeccable. Grâce à ses caractéristiques incroyables et à ses solutions technologiques complexes, cette voiture est devenue le moyen de transport neuf le plus cher jamais créé dans l'histoire de l'automobile. Son prix est tout simplement stupéfiant, 30 millions de dollars américains, ce qui en fait non seulement un symbole de l'élite absolue, mais aussi la nouveauté la plus coûteuse jamais proposée aux passionnés d'automobile. À ce jour, Rolls-Royce vend environ 6 000 véhicules par an, témoignant de son prestige et de la demande parmi les amateurs de style impeccable et de technologie de pointe. Par ailleurs, la division spécialisée dans la fabrication de moteurs d'avion continue de dominer le classement mondial. Elle est considérée comme l'un des principaux fournisseurs de moteurs de haute technologie et fiable pour aéronefs, et la capitalisation boursière de cette branche dépasse les 84 milliards de dollars. Ainsi, cette célèbre société représente non seulement un symbole de luxe et d'élitisme dans l'industrie automobile, mais aussi un leader reconnu dans le domaine aérospatial, combinant habilement tradition et innovation technologique. L'histoire de cette marque légendaire est impressionnante par sa profondeur et ses contrastes. Tout a commencé avec un garçon pauvre, vivant dans des conditions difficiles et ne pouvant à peine s'offrir le minimum, comme une tranche de pain ou un repas fraîchement préparé. Ce garçon était un simple garçon de journal, qui collait des affiches et ramassait de la petite monnaie pour survivre du mieux qu'il pouvait. Cependant, ses ambitions et la flamme d'un rêve chéri dans son cœur lui ont permis de surmonter toutes les difficultés et les doutes. C'est de ces conditions simples, parfois presque désespérées, qu'est sorti un homme qui, plus tard, allait créer l'une des marques automobiles les plus prestigieuses et reconnues au monde, Rolls-Royce. Cette incroyable histoire de transformation de la pauvreté en richesse, de comment une intuition, de la patience et de la persévérance peuvent ouvrir la voie vers la gloire et le succès, est devenue une caractéristique distincte de cette entreprise mondialement connue.